Eh bien, allons-y. Voilà. Comme je le disais, l'objet de ma présentation, ça va être les ramifications du cycle du combustible. J'entends par ramification les différents embranchements que va pouvoir prendre le cycle des plus optimistes aux plus malheureux, selon mon regard que je pense sera partagé par nombre d'entre vous, comme je le disais, à court et moyen terme. On va initier par un petit récapitulatif sur le cycle actuel parce que ce qui est évident pour les, enfin, ce qui, je pense évident pour les gens d'Orano, ne l'est pas forcément pour tout le monde dans la filière. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif sur le principe du traitement du combustible et le devenir du plutonium et de l'uranium récupérés à l'issue de ce traitement. Ensuite, une deuxième phase qui sera pour parler de la perspective à court terme, les décisions qui ont été prises très récemment ou qui vont devoir être prises dans les très prochaines années, en termes de traitement, en termes de gestion du combustible MOX et de l'uranium de retraitement. Et puis une dernière partie qui sera un peu plus, on va dire, tâtonnante, qui explorera sur la base de ce qu'a fait l'ANDRA au titre de ses inventaires prospectifs des déchets, qui explorera les perspectives à long terme et ce que ça implique sur les différentes matières nucléaires et, dans une moindre mesure, les déchets. Mais nous attaquons d'emblée avec le cycle actuel. Je vais aller assez vite. En commençant par l'amont du cycle. L'uranium est produit sous forme d'uranate ou d'oxyde au niveau des sites d'extraction directement, les mines, les gisements, les mines souterraines, les mines en surface ou les exploitations de lixiviation. Je rappelle que l'uranium naturel, c'est très majoritairement deux isotopes, 99,3% d'uranium 238 et 0,7% d'uranium 235, et c'est ce dernier, lequel est fissile, qui est mis à profit dans nos réacteurs. Pour cela, il va falloir faire augmenter dans nos réacteurs à eau, augmenter cette teneur en uranium 235. Et pour ce faire, on a plusieurs étapes. Les premières étapes sont des étapes de conversion. On change de forme physico-chimique l'uranium. Comme je le disais, on était sous forme d'uranate ou d'oxyde. On passe sous une forme de tétrafluorure d'uranium dans une première étape en France, réalisée par Orano Malvesi, près de Narbonne. Sous cette forme de F4, l'uranium est transporté au Tricastin, où il est à nouveau converti, à nouveau fluoré en hexafluorure d'uranium. Pourquoi cela? Parce que c'est une forme chimique qui a le bon goût d'être gazeuse à des températures moyennement élevées, de l'ordre de la soixantaine de degrés. Ce qui permet de procéder à un enrichissement du combustible, un enrichissement de l'uranium en uranium 235 par voie gazeuse, sous forme gazeuse. Donc autrefois, c'était Orano qui le faisait dans les usines d'Eurodif. Donc à l'époque, Kojima puis Areva, hein, Eurodif, Georges Besse 1. Procédé d'enrichissement par diffusion gazeuse, relayé en 2013, je crois, par le procédé d'enrichissement par ultracentrifugation, toujours sous forme gazeuse. Et en sortie de cette usine d'enrichissement au Tricastin, nous avons un flux, sur le flux total d'uranium naturel, 7/8 de ce flux qui ressort sous forme d'uranium appauvri, entre 0,2 et 0,3% d'uranium 235 résiduel, contre 0,7% initialement, et un 8e à peu près de ce flux qui est d'uranium enrichi de 3,5 à 4,5% en uranium 235. Le combustible est alors remis aux mains de, l'uranium est alors remis aux mains de Framatome, à l'usine de Romans-sur-Isère en France, où il est cette fois transformé en combustible, qui se présente sous cette forme. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un assemblage combustible. C'est un empilement de pastilles de céramique, de dioxyde d'uranium, qui sont empilées dans chacun de ces tubes qu'on appelle crayons que vous voyez à l'image. Je le disais, chacune de ces pastilles, c'est du dioxyde d'uranium enrichi entre 3,5 et 4,5% en uranium 235. L'ensemble fait à peu près une vingtaine de centimètres de côté pour 4 à 5 mètres de long. Et dans nos réacteurs français EDF, ce sont des assemblages de 17 par 17 crayons, qu'on appelle donc assemblage combustible, qu'on retrouve autour de 250 assemblages par réacteur. Donc on arrive à un total de quelques dizaines de milliers de crayons par réacteur. Voilà. Je continue à dérouler le cycle. Ce combustible est chargé en l'état dans les réacteurs où il passe quelques années pour produire son énergie. Lorsque l'on a à la fois trop peu de matière fissile parce qu'elle a fissionné et trop de poison neutronique, on va y revenir,
parce que ça a fissionné. Ce combustible est dit usé. Donc le combustible usé, que s'est-il passé? L'uranium-235 a fissionné, s'est fragmenté, ça a produit donc des produits de fission, le tout en libérant de l'énergie qui représente à peu près 2/3 l'énergie produite dans le réacteur. L'uranium-238, lui, qui n'était pas fissile, a capturé quelques neutrons et s'est transmuté, dit-on, en plutonium-239. Ce plutonium a lui-même pu fissionner ou capturer des neutrons à son tour, et les captures de neutrons ont induit la production de plutonium-240, 241, et de d'autres atomes lourds que l'on dit actinides mineurs, neptunium, américium, curium. Je l'ai dit brièvement, une partie du plutonium, notamment le plutonium-239, va fissionner également et produire le 3e tiers de l'énergie produite en réacteur, et également des produits de fission. Les produits de fission, vous en avez toute une diversité. Là, je vous ai listé les éléments chimiques, je ne vais pas vous faire à l'affront de les lire. Juste ceux qui sont soulignés, le sélénium, le zirconium, le sélénium, l'iode, le césium, soulignés parce qu'ils sont particulièrement notables en termes de cycle du combustible, pour leurs propriétés, leur durabilité, notamment dans les déchets ultimes. Et puis, toutes les structures, les gaines métalliques que l'on a vues dans l'assemblage vont, elles également, absorber des neutrons et se transmuter en matière radioactive que l'on appelle produits d'activation. Là encore, toute une diversité de produits d'activation métalliques, métalliques ou non métalliques, carbone, chrome, manganèse, fer, et j'en passe. Voilà, j'ai eu un enseignant qui avait coutume de dire qu'on avait la moitié du tableau périodique dans le combustible usé. C'est assez représentatif de la réalité. Et si on fait le bilan chiffré de toutes ces réactions, si on repart d'un échantillon d'uranium initialement qui faisait, on va dire, enrichi à 4%, donc pour 1000 grammes d'uranium initialement, on avait 40 grammes d'uranium-235 et 960 grammes d'uranium-238, plus l'oxygène de l'oxyde d'uranium, plus l'hélium qui sert à pressuriser la gaine, plus la gaine en elle-même, les structures métalliques. Après irradiation, donc là c'est une irradiation un peu typique qu'on compte en gigawatts-jour par tonne. Je ne rentre pas dans le détail, c'est une mesure de l'énergie produite par tonne de combustible, tout simplement. Nous sommes passés de 960 à 925 grammes d'uranium-238 par les captures de l'uranium-238, les captures de neutrons par l'uranium-238 qui s'est ensuite transformé ou affitionné. Nous avons plus que 7 grammes d'uranium-235 résiduel, donc 0,7%, on revient au niveau de l'uranium naturel. Nous avons également quelques grammes d'uranium-236 qui s'est produit par capture neutronique de l'uranium-235 qui n'a pas donné de fission. Nous avons une douzaine de grammes de plutonium, dont la moitié de plutonium-239. Nous avons 1 gramme d'actinide mineur et une cinquantaine de grammes de produits de fission. Et puis toujours l'oxygène de l'oxyde, l'hélium et les gaines et structures métalliques qui se sont parties activer. Là-dedans, ce qu'on relève, c'est qu'il y a donc finalement sur les 1000 grammes d'uranium initialement, il nous reste encore plus de 930 grammes d'uranium, même plus de 940, non pas tout à fait, presque 940 grammes, et également quelques grammes de plutonium qui a également un certain contenu énergétique. C'est là qu'arrive l'intérêt du traitement du combustible, qui consiste à séparer les différents constituants, donc découper le combustible, le dissoudre et par un procédé chimique séparer d'une part l'uranium, que l'on va alors dénommer URT, pour uranium de recyclage issu du traitement, d'autre part le plutonium, et puis une troisième voie qui sont les déchets ultimes, les déchets vitrifiés, et puis également toutes les structures activées qui vont être d'autres formes de déchets. L'intérêt du traitement, c'est à la fois de conditionner les déchets sous cette forme-là vitrifiée, mais surtout de récupérer ces matières évidemment valorisables que sont l'uranium, puisqu'il contient encore 0,7% d'uranium fissile, et puis le plutonium, dont je le disais, lequel, je le disais, a un certain potentiel énergétique. Les déchets vont être entreposés puis stockés. Je rappelle la nuance, c'est du jargon, c'est du réglementaire aussi. Entreposage dans le nucléaire, c'est du temporaire, stockage, c'est du définitif. Donc les déchets sont entreposés là où ils sont produits, puis ensuite stockés dans les sites de stockage de l'ANDRA pour ceux qui ont déjà des sites de stockage existants. Donc les déchets de faible activité ou moyenne activité à vie courte.
Et l'URT, l'uranium issu du recyclage, enfin l'uranium de recyclage issu du traitement, lui, il a une possibilité qui est d'être réenrichi. Je le dis une troisième fois, il contient 0,7% d'uranium-235, comme l'uranium naturel. Donc, on peut envisager de l'enrichir à nouveau pour refaire du combustible. On parle alors d'URE, d'uranium de retraitement enrichi. Ceci s'est fait de 1994 à 2013. EDF a fait enrichir un peu plus de 4000 tonnes d'uranium de recyclage pour produire de la sorte 540 tonnes de combustible à base d'uranium recyclé. La pratique a été stoppée en 2013 pour des raisons d'optimum économique, tout simplement pour EDF. Et donc depuis, vu que le traitement du combustible, lui, a continué, on entrepose chaque année à peu près, en moyenne, 1030 tonnes d'URT chaque année. L'entreposage actuel, qui s'est accumulé avant 1994 et depuis 2013, atteint à peu près 30 000 tonnes d'uranium. Le plutonium, quant à lui, il est recyclé puisque les 11 tonnes à peu près qu'on extrait chaque année, qu'on extrait donc à l'usine de La Hague, sont transférées à l'usine Orano de Melox à Marcoule, où donc 11 tonnes, je disais, qui sont un peu entre guillemets diluées dans une centaine de tonnes d'uranium appauvri pour produire le combustible MOX, le Mixed Oxide. Le combustible MOX est donc un combustible dont la valeur énergétique provient du plutonium, et est utilisé en France dans 22 réacteurs, un tiers de cœur de ces réacteurs LIFE et de MOX, tandis que encore 2 autres réacteurs sont autorisés mais ne sont pas MOXés, tout simplement parce que le flux de plutonium ne le permet pas. Si je continue, j'appelais ça l'aval de l'aval. Si je refais un petit peu un récapitulatif finalement, chaque année, EDF, enfin chaque année sur une bonne année, en moyenne, EDF va décharger 1200 tonnes de combustible. Alors on dit 1200 tonnes métal lourd, parce que c'est pas le poids des assemblages sur la balance, c'est le poids en noyaux lourds, donc en noyaux d'uranium, plutonium, noyaux de métal lourd initiaux, donc avant irradiation, c'est ça qu'on pèse, donc c'est ça qui pèse 1200 tonnes. Il faut y rajouter l'oxygène de l'oxyde, il faut y rajouter les structures, etc. Mais on compte toujours le tonnage de métaux lourds. Donc sur 1200 tonnes déchargées, sur une bonne année typique par EDF, on a là-dedans 100 tonnes de MOX usé. Donc lui, on l'entrepose et il n'a pas de traitement, il n'est pas recyclé. On a entre 1070 et 1100 tonnes de combustible ordinaire, donc UNE, uranium naturel enrichi. Donc c'est lui qu'on traite, qu'on recycle pour récupérer l'uranium et le plutonium. Et puis, donc, depuis, entre 1994 et 2013, on a eu 30 tonnes en moyenne d'uranium de recyclage enrichi usé, et zéro depuis, qui lui est également entreposé, à l'instar du MOX, qui n'est pas traité, il n'est pas recyclé. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de choses qui sont peut-être un peu chargées si on ne l'a pas clairement en tête, donc je vais essayer de tout reprendre sur un unique schéma. Alors, je ne suis pas sûr que sur vos écrans, vous voyez les chiffres en détail, mais c'est les proportions qui peuvent être intéressantes. Donc là, je suis sur une année moyenne. Hein. Y a pas, le cycle du combustible s'étalant sur plusieurs années, et c'est pas la même chose chaque année. Hein. C'est un lissage sur plusieurs années que je vous propose. Donc le flux de combustible, le flux de matière du cycle du combustible, c'est le suivant. On part d'une grosse quantité d'uranium naturel, on va dire 7000 tonnes, qu'on enrichit, et direct, on a 6000 tonnes d'uranium appauvri. On récupère un gros millier de tonnes d'uranium enrichi, qu'on va transporter en combustible dioxyde d'uranium, qu'on va passer en réacteur, qu'on va retraiter et produire l'uranium de retraitement. Le traitement permet aussi d'extraire une faible quantité de plutonium, hein, je vous disais 11 tonnes sur 1000 tonnes en entrée. Hein. Une faible quantité de plutonium qu'on va diluer, je le disais, dans un petit flux d'uranium appauvri qu'on prélève sur les stocks pour fabriquer le MOX, et qui représente à peu près 10% du combustible qu'on charge en réacteur. À la fin, il nous reste un gros millier de tonnes d'uranium, l'uranium de recyclage issu du traitement, qu'aujourd'hui donc on n'utilise pas, hein, je le disais, on l'a utilisé jusqu'en 2013. Un gros flux d'uranium appauvri. Le MOX usé qu'on ne recycle pas, donc qu'on entrepose, et puis un petit flux qui sont les déchets de haute activité à vie longue. Je vous laisse à l'image une seconde pour que vous essayiez de l'imprégner, mais voilà, c'est le cycle tel qu'il est pratiqué aujourd'hui.
Toutes ces matières qu'on entrepose, eh ben, elles prennent de la place, toute proportion gardée, mais voilà, c'est un inventaire à part entière. Alors, je rappelle juste une petite nuance aussi réglementaire de jargonnage, hein, je parlais tout à l'heure d'entreposage et stockage. Une autre nuance que j'aurais pu déjà introduire, c'est entre matière et déchets. Quand on dit matière nucléaire, sous-entendu, c'est matière valorisable. C'est quelque chose qui contient encore un potentiel énergétique qu'on saurait exploiter. Tandis que les déchets, ce sont des déchets, des résidus dont on n'attend aucun usage futur. Donc les entreposages actuels de matière, donc de matière valorisable qu'on a aujourd'hui, je les ai séparés en 3 familles. Les combustibles usés, donc les combustibles ordinaires, hein, uranium naturel enrichi, les combustibles d'uranium recyclé enrichi et les combustibles de MOX usés. Ces combustibles représentent à peu près 14 000 tonnes. Alors, ce sont des chiffres de fin 2013-2016. J'aurais peut-être pu trouver des chiffres plus récents pour cela. Les autres chiffres sont plus récents, mais voilà, cela c'est fin 2016. À peu près 14 000 tonnes entreposées, essentiellement de l'uranium naturel évidemment, 1800 tonnes de MOX, 600 tonnes d'uranium de retraitement enrichi. Et sur cet inventaire, il y a à peu près un peu moins de 10 000 tonnes dans les piscines de l'usine de La Hague, sur une capacité de 14 000. C'est important parce que la capacité de l'usine des piscines, ça revient souvent dans l'actualité et on va y revenir plus tard dans la présentation. J'ouvre une autre parenthèse sur la suite. Les perspectives à court terme du parc nucléaire français, c'est la fermeture de réacteurs qui sont aptes à consommer du MOX. Donc, une perte de capacité à utiliser le plutonium. Donc là, 2 options. Soit on réduit les cadences de traitement pour produire moins de plutonium, soit, l'option, le scénario par défaut, on va dire, ce serait de réduire les cadences de traitement pour produire moins de plutonium. Le problème, c'est que si on réduit les cadences de traitement, on augmente le flux de combustible à entreposer dans les piscines et on se dirige vers une saturation des piscines de La Hague, de l'usine de La Hague au début de la décennie 2030. On y reviendra en détail. Entreposage d'uranium appauvri. Alors là, c'est une erreur de ma part. Le chiffre de 320 000 tonnes est actualisé à 2018. Donc j'ai laissé marquer 2016, mais cette fois, on est sur un chiffre de 2018. Il est entreposé pour information sous 2 formes chimiques, soit sous forme fluorure, soit sous forme oxyde, répartis sur 2 sites, le Haut-Tricastin et à Bessines-sur-Gartempe, dans le nord-ouest de la France, plus quelques centaines de tonnes qui se baladent entre Malvézy, à l'usine de conversion, Mélox, où est fabriqué le MOX à partir d'uranium appauvri, et les sites du CEA. L'énergie, enfin l'uranium 235 extractible par enrichissement présent dans cet uranium appauvri représente l'équivalent de 60 000 tonnes, l'équivalent en termes d'énergie potentielle, 60 000 tonnes d'uranium naturel. Donc ça pour vous dire que c'est uranium appauvri, si on le dit valorisable, c'est parce qu'il y a un gros potentiel énergétique dedans. 60 000 tonnes d'uranium naturel, c'est 7-8 ans de consommation du parc français. Et puis l'uranium de retraitement, là je le disais, à peu près 30 000 tonnes entreposées, avec quelques milliers de tonnes, 10% du total, qui appartiennent des clients étrangers. Ça, c'est pour les gros entreposages de matière. On a quelques-uns que je vous mets, que j'ai piqués dans l'inventaire de l'ANDRA, qui sont plus anecdotiques. Je les mets pour information. Les combustibles usés de réacteurs à neutrons rapides pour 120 tonnes. Les combustibles usés de la défense nationale, propulsion navale, donc sous-marin et porte-avions. Du plutonium qui a été séparé par le processus de traitement, qui n'a pas encore été passé en réacteur et qui est sous différentes formes, soit de poudre séparée, soit de pastilles de combustible. Ça, c'est quelque chose qu'on n'accumule pas, mais vu qu'on recycle, il y a tout un flux, un flux tampon et un flux en mouvement, forcément. On est sur du 70 tonnes à peu près. Différents combustibles usés du civil, notamment des réacteurs anciens, qui attendent encore d'être traités ou stockés. Et puis les rebuts de MOX, c'est-à-dire du combustible MOX qui a été préparé à Mélox, mais qui n'est pas apte à passer en réacteur pour les problèmes de qualité. Et donc, il va falloir à nouveau réintroduire dans le flux de recyclage du plutonium. Voilà pour le cycle actuel, les entreposages actuels de matière, les flux et les stocks, les entreposages, mais les quantités entreposées, on va dire, voilà. Et eh bien j'enchaîne sur les perspectives que l'on a à court terme.
Donc là, je suis dans un terrain relativement fiable. Je ne vais pas m'aventurer sur des hypothèses fantaisistes parce que c'est des choses qui ont déjà été actées ou qu'on attend d'être actées sous très peu de temps. On verra pour les scénarios plus hypothétiques en troisième partie. À court terme, les principaux enjeux qu'on va avoir, ça va être de maîtriser l'inventaire en URT, l'uranium issu du traitement du résidu du combustible usé, et savoir ce qu'on fait des plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui grandissent chaque année. Ça, c'est pour l'optimisation des matières. Il y a aussi des sujets de pérennité du cycle. J'en ai touché un mot, la saturation des piscines d'entreposage, le fait d'éviter d'accumuler du plutonium séparé, et notamment au regard de la fermeture programmée de réacteurs MOXé ou MOXables, des réacteurs qui consomment du MOX ou qui peuvent en consommer. Je commence par le sujet de l'optimisation et le cas particulier de l'URT. Je l'ai dit tout à l'heure, EDF faisait réenrichir l'URT de 1994 à 2013. Ça a été arrêté pour des raisons d'optimum technico-économique. Et l'annonce de ces dernières années par EDF, c'est que cet enrichissement va être repris, j'allais dire l'année prochaine, non pas encore, en 2023. Donc à l'époque, c'était les réacteurs de la centrale de Cruas qui fonctionnaient en URE, donc en uranium de recyclage enrichi. Et ben, ça va être à nouveau ces réacteurs-là. Donc en 2023, c'est ces réacteurs-là qui vont revenir à l'URE, et à partir de 2027, EDF prévoit de passer 3 réacteurs de 1300 MW à l'URE également. L'idée, c'est à la fois de réduire d'environ 1000 tonnes la consommation annuelle d'uranium naturel et à la fois d'absorber tout l'URT extrait à La Hague, plus un peu plus que ça pour réduire progressivement l'inventaire. On est à 30 000 tonnes d'entreposage URT aujourd'hui, et l'idée, c'est dans un premier temps de stopper la hausse et dans un second temps, commencer à réduire un peu cet inventaire-là. Pour ça, EDF a plusieurs enjeux, tout ce qui est démonstration technique de sûreté, en particulier, alors pour les réacteurs de Cruas, ça a déjà été fait, donc il n'y a pas de gros enjeux. Pour les réacteurs de 1300 MW, ça reste à faire, hein, ce sont des réacteurs qui ne sont pas autorisés aujourd'hui à fonctionner avec cette URE, donc la démonstration est à apporter à la SN et à l'IRSN. Et puis l'autre enjeu, c'est l'équilibre économique. On fait enrichir de l'uranium de recyclage, donc qui est faiblement, mais qui est pollué en uranium-236, en produit de fission. Donc ça ne se fait pas dans n'importe quelles installations. Les installations d'enrichissement d'urano, aujourd'hui, ne peuvent pas faire ça. Donc l'enrichissement va être sous-traité aux enrichisseurs néerlandais, surtout russes. Donc il y a tout un enjeu économique à réussir à s'y retrouver entre ce qu'on paye en enrichissement pour cet uranium un peu spécial et ce qu'on économise sur l'uranium naturel. Voilà, ça c'est pour les enjeux à court terme sur l'URT pour EDF. L'uranium appauvri, là on est sur un autre ordre de grandeur, hein, ce que je disais, on est à 300 000 tonnes entreposées aujourd'hui, 320 000. Alors le MOX permet d'en consommer un peu, mais le MOX c'est 100 tonnes d'uranium appauvri qu'on va prélever par an, à apporter aux 6-7 000 tonnes qu'on va ajouter à l'inventaire, c'est assez négligeable. Donc une perspective possible de réutilisation du uranium appauvri, autre que le MOX, c'est le réenrichissement. J'en parlais tout à l'heure, un potentiel aujourd'hui de équivalent à 60 000 tonnes d'uranium naturel. Mais enrichir l'uranium à 0,7%, le monter à 3,5%, c'est une chose. Quand il est à 0,3%, le monter à 3,5%, c'est plus compliqué, c'est plus coûteux au niveau de l'enrichissement. Donc là encore, il y a cette même question d'équilibre économique entre ce qu'on économise en uranium naturel et ce qu'on paye en enrichissement. Et puis pour l'uranium 238, il y a une perspective très lointaine, ça ne rentre pas dans le détail maintenant, mais vous le savez sans doute, très considérable d'utilisation dans des surgénérateurs. Et alors là, l'ordre de grandeur de potentiel énergétique, il devient absolument démesuré. Les enjeux, c'est du coup savoir ce qu'on va en faire, les équilibres économiques, hein, ça je viens d'en parler. Mais les questions un peu chaudes du moment, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet uranium-là, de ces 320 000 tonnes qu'on a aujourd'hui, qui augmentent de 5 000 tonnes, plus de 5 000 tonnes, presque 10 000 tonnes chaque année. Qu'est-ce qu'on en fait dans les différents scénarios que va prendre la filière nucléaire en France?
Parce qu'il se trouve que même dans un scénario très, très optimiste où on irait développer un parc entier de surgénérateurs qui peuvent utiliser l'uranium-138 à 100%, la quantité qu'on en a aujourd'hui sur les bras est démesurée par rapport à nos besoins, même en se projetant à long terme. Et donc a été soulevée, alors je ne sais pas si c'était en début de cette année ou en fin d'année dernière, je crois que c'était en fin d'année dernière, la question par la SN d'envisager un stockage définitif, donc comme un déchet, d'au moins une partie de l'uranium appauvri dont on ne peut pas imaginer un usage même à moyen long terme. Donc là-dessus, il y a des questions, des grosses questions qui se posent. Si c'était une matière valorisable, donc des stockages qui n'a pas été vraiment provisionné en l'espèce, c'est la matière valorisable qu'on va perdre si on fait ça. Voilà, il y a plein de questions qui sont un peu brûlantes sur le sujet en ce moment. Même si c'est une question qui ne va pas se répondre demain, il n'y a pas d'urgence à y répondre, mais il y a une attente de l'autorité de sûreté pour qu'on y réponde. Voilà. Je continue. Donc là, j'étais sur le très court terme. J'avance un tout petit peu sur le moyen terme. Ce qui a été acté dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça a été, bon, l'arrêt de Fessenheim, ça s'est fait, hein, 2 réacteurs de 900 MW qui n'étaient pas MOXés, qui ont été arrêtés en 2020. Et la suite, c'est 12 réacteurs supplémentaires qu'il faut fermer dès la 5e visite décennale, donc entre 2029 et 2035. Avec pour consigne de privilégier la fermeture de réacteurs de 900 MW, les moins puissants. Ne fermer aucun site complet. Donc impossible de fermer par exemple les 4 réacteurs de budget d'une traite, et des options qui sont dans la PPE pour fermer 2 réacteurs supplémentaires et pour anticiper les fermetures à partir de 2025. Mais là, on est sous des conditions de marge sur le réseau, sur la capacité de production électrique qu'on n'a pas du tout. Actuellement, l'État, c'est plutôt RTE qui tire l'alarme sur le manque de marge sur le réseau. Donc cette option-là, on peut éventuellement l'oublier. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a quand même 12 réacteurs à fermer, 900 MW, entre 2029 et 2035. Sans compter Fessenheim qui ont dit qu'il a déjà été. Et sachant que sur 32 réacteurs 900 MW, il y a les 4 de CRUAS qu'on va vouloir garder pour recycler l'URE. Et 24 qui sont autorisés à utiliser du MOX, c'est-à-dire tous les réacteurs 900 MW sauf CRUAS et Bugey. Et le calcul est vite fait en fait. Si on veut fermer 12 réacteurs, on va être forcé d'empiéter sur ceux qui peuvent fonctionner au MOX. Donc là, la conséquence, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un impact sur le flux plutonium. Si on commence à être moins capable d'irradier du MOX, qu'est-ce qu'on fait du plutonium qu'on génère dans les autres réacteurs? On va continuer progressivement à approfondir cette question-là. Mais ce que je disais il y a quelques instants, c'est que la réponse par défaut à ce problème-là, c'est si on ne peut plus cramer le plutonium dans les réacteurs MOXés, il faut extraire moins de plutonium à La Hague, il faut retraiter moins de combustible. Donc là, je l'ai dit, perspective d'un risque de saturation des piscines à La Hague à l'horizon 2030. Excusez-moi, j'ai oublié ce que c'était cette slide-là, donc je vais la lire celle-ci. La place occupée par le combustible ordinaire. Oui, les piscines de La Hague, elles sont occupées par le combustible qui est juste en attente de traitement, le combustible ordinaire dont on attend de le passer à sillage, dissolution, traitement. Et surtout, la place occupée par le MOX usé et l'URE, l'uranium de recyclage enrichi usé, que de toute façon on ne traite pas, et donc qui prennent de la place, qui augmente chaque année. En tout cas pour le MOX et l'URE, ça va venir s'ajouter progressivement. C'est ça qui nous pousse également vers une saturation des piscines. La réponse à ça, c'est de construire une piscine centralisée à la main d'EDF cette fois-ci, qui, aux dernières nouvelles, serait plutôt partie pour être sur le site de La Hague. Mais là, il y a une pression, notamment de l'autorité de sûreté, évidemment, pour mettre en œuvre cette piscine centralisée dans un délai compatible avec l'échéance de saturation des piscines d'Orano. Voilà, donc là, il y a un peu une petite course de contre-la-montre, la capacité d'Orano à libérer de la place dans ses propres piscines, et la capacité d'EDF de créer cette nouvelle piscine. Pour pallier à cette perspective de saturation, dans le cadre du débat public sur le PNGMDR, le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs, il y a eu des discussions qui ont été beaucoup mises en avant sur la possibilité de faire l'entreposage à sec. C'est quelque chose que font beaucoup de pays aujourd'hui, notamment les USA. Donc le combustible entreposé à sec, ça prend pas moins de place, mais ça se fait plus facilement que construire des piscines.
C'est une solution qu'Orano sait parfaitement mettre en œuvre parce que c'est une solution qui est vendue à des clients étrangers, mais qui a été considérée comme vraiment inappropriée en France parce que c'est pas pratique, c'est pas en adéquation avec la stratégie de traitement qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant, et finalement surtout par les opposants au nucléaire, plus que par la filière. On va retourner dans les chiffres avec la question des flux de plutonium, vraiment dans le détail, avec ce graphique qui est l'état du cycle du combustible aujourd'hui, avec une quarantaine de gigawatts de réacteurs qui fonctionnent en uranium, en UOX, donc en uranium ordinaire, presque 20 gigawatts qui fonctionnent avec du MOX, à un tiers de leur cœur, et 2 gigawatts presque qui pourraient fonctionner au MOX, mais qui fonctionnent à l'UOX aujourd'hui. Ce que vous avez en noir sur ce graphique, c'est le flux d'uranium ordinaire, d'uranium de combustible usé ordinaire chaque année, donc un gros millier de tonnes qui est sorti des réacteurs en MOXé, parce que je disais il n'y a qu'un tiers du cœur qui est MOXé, et des autres réacteurs. Donc 1040 tonnes d'uranium naturel enrichi usé chaque année et 125 tonnes de MOX usé déchargé chaque année. Le MOX usé, il part directement en piscine parce qu'il n'est pas traité. Et l'uranium, l'UNE usé, lui, est traité à la Hague. Et de ça, on a de l'uranium de retraitement, ça j'en ai déjà parlé. On a des déchets et puis on a un flux de 11 tonnes de plutonium qui est séparé, qui est, je le disais, dilué dans l'uranium appauvri pour former 125 tonnes de MOX et la boucle est bouclée. C'est le cycle actuel. Ce cycle a l'avantage d'avoir une quantité de combustible qui s'accumule en piscine qui est minimale, 125 tonnes par an, et un équilibre du plutonium, c'est-à-dire qu'on extrait chaque année, toujours une fois, c'est encore en moyenne lissé chaque année, hein, enfin lissé sur plusieurs années, mais on extrait autant de plutonium qu'on en consomme dans le réacteur MOXé. Donc pas d'accumulation du plutonium. Maintenant, je mets un coup d'accélérateur vers 2035, où on a, alors je suis parti sur les 4 réacteurs de Cruas et 3 réacteurs de 1300 MW. Donc on a 7,5 gigawatts de réacteurs qui fonctionnent en uranium de recyclage, donc qui est entreposé directement en piscine. On a encore, alors on n'a plus que 12,6 gigawatts de réacteurs MOXé, qui produisent 80 tonnes de MOX usé qui s'accumulent en piscine aussi. Et puis vous avez le reste qui représente 700 tonnes, 740 tonnes, on va dire, d'uranium naturel usé. Donc une partie est traitée, une très grosse partie est traitée pour extraire du plutonium et boucler la boucle. Et puis une partie qui va être non traitée pour ne pas accumuler du plutonium parce que ce plutonium-là n'aurait pas d'exutoire et donc il va être stocké, puis être entreposé en piscine à son tour. La slide suivante, c'est les deux graphiques que je viens de présenter, donc 2021 et 2035 côte à côte. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, on recycle en moyenne, je disais, 11 tonnes de plutonium par an, et faute de réacteurs MOXé, on passe de 20 gigawatts de réacteurs MOXé à peu près 13, on tombe à 7 tonnes de plutonium recyclé par an. En contrepartie, on a une grosse quantité d'uranium de retraitement qui est recyclé, évidemment. Mais surtout, les piscines, on passe d'un flux qui s'entrepose dans les piscines chaque année de 125 tonnes à presque 300 tonnes. Voilà. Donc la stratégie que nous a fait prendre la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est une accélération de la saturation des piscines et une baisse des taux de recyclage, puisqu'il y a une partie du combustible usé qui était autrefois recyclé qui ne l'est plus. Donc conclusion, voilà, la fermeture de réacteurs MOXé chamboule l'équilibre actuel du flux de plutonium. Et donc là, les deux alternatives de solution, c'est qu'on traite quand même et on accumule du plutonium. Ça, c'est vraiment pas du tout souhaitable, parce que pour des raisons géopolitiques, augmenter le stock de plutonium, c'est pas du tout bien vu du point de vue des sujets de non-prolifération, parce que les installations ne sont pas adaptées à un cumul de plutonium, et parce que si on décide d'abandonner tôt ou tard la stratégie de traitement-recyclage, on va se retrouver avec du plutonium séparé sur les bras, qui est beaucoup plus compliqué à gérer que du combustible usé. En termes vraiment de gestion des déchets à très long cours, je veux dire.
Et donc l'autre solution, c'est celle que j'ai déjà proposée 3 fois, c'est que je viens de présenter à l'instant, c'est on réduit les capacités de traitement, mais à la fois on impacte les flux de lag et de Melox, donc ça a un impact sur l'emploi et l'économie d'Orano, et puis sur la capacité d'entreposage, et puis sur les quantités de déchets à gérer. Ça, c'est les deux solutions par défaut vers laquelle nous a conduit la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et la réponse d'Orano et d'EDF, ça a été de compenser la fermeture du réacteur MOX-C en étendant le moxage, la consommation de MOX au réacteur de 1300 MW. Ça permettrait de maintenir la cadence du traitement et donc de résoudre ces questions-là. Par contre, ça, c'est vraisemblablement pas avant la décennie 2030, parce qu'il y a des études, des démonstrations, des essais, des instructions autorités de sûreté, des modifications à faire, bref, ça se fera pas en 3 ans. Et là encore, on est sur une compétition entre le risque de saturation des piscines et la capacité à consommer du MOX dans le réacteur de 1300 MW, qui se superpose aux fermetures de réacteurs de 900 MW supposées s'être calée entre 2029 et 2035. Bref, la fin de la décennie va être très, très, très chargée, avec beaucoup de courses contre la montre. Voilà. On arrive à la fin de ce panorama des perspectives court terme, moyen terme du cycle. Maintenant, on va se poser la question. Donc là, en fait, je me place dans une optique où on est sur la trajectoire qui a été fixée aujourd'hui dans les programmations pluriannuelles de l'énergie. Ça ne nous dit pas quelles seront les constructions de réacteurs à l'avenir. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus hypothétique. Et c'est l'objet de cette troisième partie. Pour la troisième partie, je me suis basé, je le disais en toute introduction, sur l'ANDRA qui, pour des raisons légales de gestion à long terme des déchets, s'est retrouvé à devoir étudier tous les scénarios, enfin, scénarios types d'évolution du parc nucléaire français, pour étudier les inventaires de matières et déchets correspondants. L'ANDRA a à ce titre établi 4 principaux scénarios, que je reprends tel quel ici. Le SNR, scénario catastrophe pour nous la filière, hein, de non-renouvellement du parc, donc arrêt progressif de la production électronucléaire, sortie du nucléaire. Les réacteurs sont arrêtés à 40 ans d'âge, sauf le PR qui a le droit jusqu'à, donc le PR de Flamanville, qui a le droit jusqu'à 60 ans. On arrête en parallèle la stratégie de traitement recyclage du combustible, et évidemment, le MOX et l'URE ne sont jamais recyclés. Le SR1, c'est un renouvellement du parc, donc là c'est plutôt un scénario très optimiste, le scénario remplacement du parc par des EPR, puis par des réacteurs à neutrons rapides. Donc on poursuit la production électronucléaire, les réacteurs fonctionnent entre 50 et 60 ans, progressivement on remplace par des EPR et des réacteurs à neutrons rapides, et on continue à traiter le combustible, on traite complètement les combustibles usés, donc on fait du mono-recyclage, donc un cycle de recyclage dans les EPR, et puis une fois les réacteurs à neutrons rapides en place, on peut faire du multi-recyclage, du plutonium, de l'uranium, bref, tout est recyclable. Le SR2, c'est une variante légère de ce scénario-là, où, donc, identique, à part que tous les réacteurs actuels s'arrêtent à 50 ans. Je ne l'ai pas retenu, moi, parce que je ne rentre pas dans ce niveau de détail-là, donc on va agglomérer, assimiler les deux scénarios SR1 et SR2. Et le SR3, c'est un scénario intermédiaire où on poursuit le nucléaire, mais jamais on ne met en place des RNR. Donc les réacteurs actuels fonctionnent entre 50 et 60 ans, on construit des EPR, on traite les combustibles et l'uranium naturel enrichi. Par contre, le MOX usé et l'URE usé ne sont jamais traités et finissent donc stockés comme des déchets. On va reprendre les trois. Dans la suite, je vais vous présenter un peu ces 3 scénarios-là, donc le SNR, le SR1+2 et le SR3, sous l'angle des différents flux de matière, uranium, plutonium et combustible usé. Pour l'uranium, dans le scénario de non-renouvellement du parc, tout l'uranium appauvri est requalifié en déchets. Donc à terme, ça fait 400 000 tonnes d'uranium à stocker comme déchets de faible activité à vie longue, dont le potentiel énergétique en uranium 135 est de 1900 mégatep. Alors je vous rappelle, vite fait en bas de la page, quelques chiffres. La consommation française d'électricité, c'est 40 mégatep par an. Mégatep, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, c'est millions de tonnes d'équivalent pétrole. C'est une unité de mesure de l'énergie au sens large. Donc la France consomme à peu près 40 mégatep par an d'électricité, 140 mégatep d'énergie finale, toute énergie confondue, et 250 mégatep d'énergie primaire.
Donc là encore, toute énergie confondue, hein, donc évidemment pétrole, gaz, charbon, électricité, sous ces formes, voilà. Donc ce scénario-là, l'uranium appauvri requalifié en déchets, c'est presque 2000 mégaTEP d'uranium-235 qui partent aux déchets, et si on considère l'uranium-238, qui est valorisable en RNR, on est sur du 780 000 mégaTEP. On est sur plusieurs milliers d'années de consommation brute d'énergie de la France qui part en déchets. Donc là, c'est vraiment le moment militant, hein, de la présentation. J'insiste sur le fait que ça revient à envoyer un potentiel énergétique démesuré à la poubelle. L'uranium, l'URT, l'uranium de recyclage issu du traitement, là, on se retrouve avec à terme 34 000 tonnes qui partent également en déchets. Donc on est sur des ordres de grandeur de potentiel énergétique bien inférieurs, mais quand même loin d'être négligeable. Dans le SR1, vu qu'on va vers des réacteurs à neutrons rapides, tout est recyclable, donc tout l'uranium est potentiellement valorisable, même si concrètement la quantité d'énergie, la quantité d'énergie potentielle de l'uranium appauvri est telle qu'une partie pourrait être requalifiée en déchets parce que c'est juste trop d'énergie pour nos perspectives. Ça paraît un peu stupide dit comme ça, mais oui, il y a un moment où si on a plusieurs milliers d'années de combustible, autant se dire qu'il y a une partie qu'on n'est pas apte à dire aujourd'hui, on va l'utiliser. Et puis dans le scénario SR3, donc, on prolonge la filière nucléaire, mais sans jamais aller vers la surgénération et le recyclage. Donc à terme, l'uranium appauvri finit requalifié en déchets, presque 500 000 tonnes d'uranium appauvri, avec un énorme potentiel énergétique qu'on n'utilisera pas, faute de mettre en place des réacteurs à neutrons rapides. Du point de vue du plutonium, en cas de non-renouvellement du parc, tout ce plutonium qu'on a déjà extrait, séparé, on va le consommer. Donc on arrête le traitement du combustible au plus tôt pour stopper la production de plutonium. On passe tout ce qui reste en réacteur, et puis tout le MOX, tout le combustible, les rebuts de MOX dont je parlais tout à l'heure, vous savez, les combustibles, le MOX qui est pour des raisons de mauvaise qualité de fabrication, typiquement ne peut pas passer en réacteur, ça part en déchets, ou alors il faut envisager de le recycler et de l'exporter. Donc pour le plutonium, et puis tout le reste du plutonium, ensuite ça reste dans le combustible usé, mais ça on va revenir après dans les combustibles usés. Dans le scénario RNR, bon, le plutonium, on va vers du multi-recyclage, donc il n'y a rien qui se perd, tout simplement. Et dans le cas où on renouvelle le parc par des EPR, on a ces parties de MOX non irradiées qui a des problèmes de qualité qui pourraient être qualifiées en déchets. Donc on est sur 300 tonnes de plutonium stocké, mais il y a plusieurs issues à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de sujet. Soit on admet, et bon, c'est pas une grosse quantité de matière non plus, soit on envisage des voies de recyclage tout de même. Et du point de vue des combustibles usés qui seraient potentiellement requalifiés en déchets, parce que si on met fin au traitement, dans un scénario de non-renouvellement du parc, on a l'UNE, donc l'uranium naturel enrichi, et l'uranium de recyclage enrichi, qui est requalifié en déchets. Donc 25 000 tonnes de combustible, avec un potentiel énergétique de 300 mégaTEP en uranium-235 ou 46 000 mégaTEP en réacteur à neutrons rapides, et le MOX usé, qui est également requalifié en déchets. Dans le scénario réacteur à neutrons rapides, bon, comme je disais tout à l'heure, rien ne se perd. Donc le MOX usé est recyclé, re-recyclé pour multi-recycler le plutonium. Il y a une question qui se pose, c'est sur l'URE, l'uranium de recyclage enrichi usé, qui est potentiellement valorisable, mais qui n'a pas grand intérêt quand on a le MOX, donc qui serait potentiellement requalifié en déchets, parce qu'on ne lui trouve pas d'utilité dans ce scénario-là. Et puis un scénario pur EPR, ça fait un peu de combustible qui est, enfin les derniers cœurs des derniers réacteurs qui finiraient requalifiés en déchets. Donc on est sur un potentiel énergétique assez dérisoire. Et le MOX usé qui n'est pas recyclé, donc qui lui serait également requalifié en déchets. Voilà, donc les enjeux politiques qui répondent un peu, enfin, dont dépendent ces perspectives à long terme, c'est donc la stratégie de traitement-recyclage aujourd'hui, elle a été pérennisée, elle a été décidée de pérenniser jusqu'au début des années 2040.
Donc côté cycle, on a un peu de visibilité. Côté réacteur, bon bah ça vous le savez, et Jean l'a rappelé en introduction, il y a beaucoup d'insistance sur le fait qu'il y a urgence à prendre des décisions. Et par contre, si on commence à vouloir pérenniser le cycle du combustible en mono ou en multi-recyclage au-delà de 2040, il faut également assez rapidement se poser la question de construire de nouvelles installations de traitement, de recyclage et d'enrichissement. Donc une usine UP4 de traitement, un MELOX 2 pour faire le MOX, une usine Georges Best 3 peut-être pour enrichir l'uranium par laser. Se pose la question de savoir si les RNR qu'on a actuellement commencé à enterrer, les réacteurs rapides qu'on a commencé à enterrer en France, est-ce qu'on va les déterrer ou est-ce qu'on continue à les enterrer? Et puis en attendant, donc là c'est la conclusion plus globale, hein, gérer les urgences, donc la saturation des capacités d'entreposage, le passage au MOX des réacteurs de 1300 MW, et peut-être, je lève le voile sur un début de multi-recyclage du plutonium, de bi-recyclage du plutonium, même sans attendre les réacteurs à neutrons rapides. J'en arrive à la fin de ma présentation. Quelques sources sur lesquelles je me suis basé. Le livre La collection d'origine atomique, le cycle du combustible nucléaire, le rapport du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la société nucléaire qui est sorti en 2018 sur le cycle, qui est extrêmement complet et bien vulgarisé parce qu'il s'adresse au grand public. Les inventaires prospectifs de l'ANDRA, les inventaires actuels de l'ANDRA, le PNJ-MDR et la contribution d'EDF au PNJ-MDR, et puis les clarifications des controverses techniques qui ont été faites dans le cadre du débat public au PNJ-MDR. Je vous remercie de votre attention. Je suppose, Thierry, je te laisse. Voilà, je suppose qu'on va reprendre, que tu vas reprendre la main pour la suite. Voilà. On va effectivement passer aux questions-réponses. On va te retranscrire les questions qui sont déjà posées dans le chat pour procéder à la partie débat. On se donne, il est 19h, on se donne maximum 30 minutes pour cette partie débat. Donc, je propose à Françoise de prendre la main et de te poser les premières questions issues du chat. Oui, ben d'abord, un grand merci à Tristan pour cet exposé très clair. Beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations peut-être à digérer pour les non-spécialistes, mais merci vraiment pour cet éclairage, à la fois pour la situation actuelle et pour les perspectives. On va pouvoir, je pense, largement parler. J'ai arbitré comme j'ai pu entre données qualitatives pour tout le monde et données quantitatives pour ceux qui voudraient creuser un peu. Normalement, il y en a pour tous les goûts, j'espère. Oui, je pense aussi. Bon, donc il y a quand même pas mal de questions qui arrivent au fil de l'eau. J'ai peut-être commencé par l'amont du cycle, justement. Et il y a une question que tu n'as pas forcément tout à fait abordée. Préciser peut-être les pays où on achète notre uranium et puis dans quelle proportion. Alors, les pays qu'on achète, ça varie beaucoup d'une année à l'autre. Les pays dans lesquels Orano extrait de l'uranium, ce sont le Niger, le Canada et le Kazakhstan. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'échanges qui se font d'uranium naturel, d'uranium enrichi ou de combustible frais entre différents pays. Et là, le panorama est beaucoup plus varié. Il faut savoir que l'Australie en particulier est un très gros producteur d'uranium. Les Pays-Bas et la Russie sont des gros producteurs d'uranium enrichi. Il y a l'Allemagne qui a une industrie du cycle, mais qui a de moins en moins de réacteurs, donc qui vend pas mal d'uranium ou de combustible frais. Voilà, donc c'est assez diversifié. Mais pour l'extraction par Orano, c'est Niger, Kazakhstan et Canada. Très bien, merci pour cette réponse claire. Peut-être un rappel aussi sur la différence entre ce qu'on appelle l'uranium civil et l'uranium qui pourrait être utilisé à des fins militaires telles que l'Iran veut le produire actuellement. On entend effectivement parler dans la presse de l'enrichissement de l'uranium. Tout à fait. Alors, comme je le disais, l'uranium naturel contient 0,7% d'uranium 235,
qui est la matière fissile, donc qui a le potentiel énergétique exploitable en fission. L'enrichissement dans les réacteurs, alors des réacteurs existent où l'uranium n'est pas du tout enrichi. Dans nos réacteurs, on enrichit entre 3,5 et 4,5%, peut-être un tout petit peu plus, mais moins 5% en uranium-235. Pour la propulsion navale et pour certains réacteurs de recherche ou avancés, on va s'approcher des 20%. Par contre, pour les usages militaires explosifs, on va dire, on est sur des enrichissements très au-delà de 90%. Donc là, l'Iran qui a annoncé monter récemment à 60% dit bon, bah, on ne fait pas encore du militaire, mais ils envoient le signal disant c'est pas de l'enrichissement pour des fins civiles. C'est vraiment une menace pour dire on est à 2 doigts de passer à des enrichissements qualité bombe atomique. Voilà. Donc c'est vraiment la différence sur l'uranium, c'est entre ces niveaux d'enrichissement de quelques pourcents à plus de 90%, quelques pourcents des réacteurs, à plus de 90% dans les armes. Est-ce qu'il y a une limite réglementaire, je dirais, à l'enrichissement de nos réacteurs, enfin des réacteurs civils, j'entends? Oui, il y a des seuils. Alors je ne suis pas exactement sur des valeurs, mais approximativement, l'uranium faiblement enrichi, c'est à 5%, jusqu'à 5%. Le réacteur. Alors, il y a une terminologie que j'ai plus en tête qui pousse justement jusqu'à 20%, parce que certaines entreprises qui conçoivent des petits réacteurs modulaires futuristes veulent justement, oui. Alors là, voilà, j'y pensais parce qu'on voit pas mal de SMR, donc de petits réacteurs modulaires, qui pourraient fonctionner avec de l'uranium enrichi à 20%. C'est ça. Donc eux, ils veulent côtoyer cette limite-là. Et par contre, au-delà de 20%, je crois qu'on est considéré comme potentiellement usage militaire. De mémoire, c'est là. Les 3 catégories, c'est moins de 5%, enfin moins de 1% pour l'uranium considéré comme non enrichi, moins de 5% pour faiblement enrichi, une catégorie intermédiaire qui doit aller de 15 à 20%, et puis la catégorie supérieure à partir de 20%. Alors, je passe à toute autre chose. Tu as parlé de l'entreposage à sec. Donc, il y avait une question, est-ce que cet entreposage à sec est possible pour le MOX usé? Et quelle est l'incompatibilité en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas entreposer certains combustibles à sec? Alors, pour le MOX, techniquement, c'est possible, mais il faut attendre une certaine baisse de puissance thermique de l'assemblage combustible avant de l'entreposer à sec. Et cette baisse qui se fait en quelques années sur le combustible uranium se fait en quelques décennies pour le combustible MOX. Donc le MOX doit passer quelques décennies sous eau avant d'envisager un entreposage à sec. Et l'uranium, l'UOX, donc le non-MOX, doit de toute façon passer quelques années aussi avant l'entreposage à sec. C'est pour ça que en fait, le passage en piscine est incontournable. Incontournable, oui. Et si on a une stratégie de traitement derrière, passer en piscine, puis repasser à sec pour repasser éventuellement en piscine pour traiter ensuite, ça paraît pas très intelligent. Et petite particularité, c'est que l'avantage d'être entreposé en piscine, c'est qu'on a une surveillance qui est facile. On a une surveillance on peut facilement détecter un endommagement de la gaine par contamination de l'eau qui est surveillée en permanence. On peut facilement procéder à des inspections visuelles du combustible. On sait qu'il reste à basse température, donc il est peu susceptible de s'endommager ou d'avoir des réactions chimiques une corrosion sous l'effet thermique. Donc on a des garanties beaucoup plus solides sur son intégrité à moyen long terme. Et quand on ne veut rien en faire d'autre que le stocker, c'est une question qu'on peut considérer comme secondaire. Quand on prévoit de le ressortir et de le passer en usine derrière pour le traiter, on aime autant avoir une surveillance la plus solide possible et une connaissance la plus exhaustive possible de son évolution, de son intégrité. Après, il y a quelques questions qui sont plus de logique purement industrielle, qui sont que les installations actuellement de traitement ne sont pas compatibles forcément avec les emballages d'entreposage à sec. Et ça, s'il fallait les adapter, ça se ferait. Il n'y a pas de point dur non plus. Alors, une question concernant l'EPR. L'EPR peut fonctionner, enfin, il est prévu avec du MOX. Une question pour les potentiels EPR2
Est-ce que tu sais ce qu'il en est pour les futurs EPR? Alors, ça, Ça c'est c'est plus actuellement, une question d'ailleurs à EDF, mais ouais, c'est ça, c'est plus entre les mains de Framatome. Moi, les échos que j'ai eus, c'est que l'EPR avait été conçu avec en tête la possibilité de le moxer jusqu'à 100%, l'EPR tout court, et actuellement, il est juste pas prévu du tout de le passer au MOX. Et les EPR2, ça semble pas être particulièrement considéré aujourd'hui dans l'équation, à ma connaissance. Après, on va dire que c'est quelque chose qui est pensé à la conception, pas mis en œuvre à la réalisation, et donc il y aura sans doute des démonstrations, des modifications à faire à terme pour y venir. Il y a pas de, je crois pas qu'il y ait d'impossibilité en dur, mais la possibilité n'a pas été mise en œuvre aujourd'hui. Ok. Bon, là, on parlait du moxage de l'EPR. On peut peut-être revenir un petit peu sur la possibilité de moxer le palier 1300. Donc, c'est une demande, quelqu'un qui est intervenu en disant que l'étude du moxage du palier 1300 a été demandée par la PPE, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont en fait les difficultés liées au moxage du palier 1300? Pourquoi il faut tant de temps pour mettre en œuvre le moxage du palier 1300? Tu parlais de l'échéance de 2030. Ouais, le combustible MOX est beaucoup moins conciliant d'un point de vue pilotage du réacteur et sûreté que le combustible UOX. Donc il y a des évolutions à faire sur les groupes de contrôle, les grappes de commande pour les adapter. Il y a des changements à faire sur les automates et sur la formation. Enfin, tout ce qui a trait au pilotage en fait du réacteur qui doit être évolué, qui doit être mis à jour. Ceci étant dit, enfin ceci implique qu'il faut donner satisfaction à l'ASN dans la matière. Donc mécaniquement de toute façon ça fait des années et des années. Les études en amont plus les instructions derrière plus les navettes avec l'IRSN, bon ça prendra quoi qu'il en soit des années, même s'il n'y a pas de grandes difficultés. Et en plus de ça, il y a toute la partie démonstration de sûreté avec les délais de grâce en cas dans différents scénarios accidentels qui sont moins permissifs, les rejets dans différents scénarios accidentels qui sont potentiellement plus importants. Alors sans rentrer dans le détail, mais enfin, parce que je ne connais pas le détail, mais j'ai en tête notamment que l'organisation structurelle de la matière dans les pastilles de combustible MOX est telle que, en cas d'endommagement du combustible, il y a davantage de produits de fission gazeux ou volatiles qui vont pouvoir être libérés, et donc un terme source en cas de rejet plus important. Donc là, pareil, il y a toutes les démonstrations de sûreté à remettre à jour, avec potentiellement, éventuellement, des nécessités de mettre en œuvre des modifications matérielles. En plus, modifications organisationnelles, et donc là encore, essais, instructions, etc. Donc, études, oui. De toute façon, dans la filière, toute modification un peu substantielle d'une station nucléaire demande un petit nombre d'années, et là, on est sur une modification qui est significative. Par contre, je n'ai pas connaissance de difficultés qui soient propres aux 1300 MW qu'on n'ait pas eu sur les 900. Je pense que c'est juste le processus qu'il faut réitérer, mais je n'ai pas connaissance de points particulièrement durs, inédits aux 1300 MW. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais j'en ai pas connaissance. Oui. De toute façon, tout ce qui demande des instructions avec l'ASN, on sait que ça demande toujours pas mal de temps et des allées et venues. Un point intéressant, je pense, à débattre, là, c'est là et à illustrer. Tu as parlé donc de multi-recyclage du PU, notamment du bi-recyclage du plutonium. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ce bi-recyclage du PU? Ouais. Alors, en fait, le plutonium qu'on est issu du traitement à l'AG, c'est un plutonium qui a une composition isotopique donnée, avec du plutonium, un petit peu de plutonium 238, du plutonium 239 qui est fissile, du 240 qui ne l'est pas, du 141 qui l'est, de l'américium éventuellement issu, disons que le plutonium 241 a une demi-vie relativement courte qui conduit à la formation d'américium, donc le plutonium se charge en américium avec le temps. Et cette composition, ce vecteur isotopique, cette répartition entre les différents isotopes se dégrade si on fait un multi-recyclage du plutonium, au point de ne plus être compatible avec le MOX dans nos réacteurs actuels. Et en plus être plus difficilement compatible avec les usines du cycle, donc La Hague et Melox.
Donc le birecyclage, ça consisterait à vouloir aussi faire passer une deuxième fois le plutonium en réacteur, donc c'est-à-dire recycler le MOX usé. Et donc là, il y a au niveau de la HAG, les adaptations, enfin la démonstration, la faisabilité a déjà été faite parce qu'il y a eu des campagnes précédentes de recyclage de MOX pour des clients étrangers. Donc la faisabilité est actée au niveau de la HAG et je pense au niveau de Melox aussi, sur des petites quantités, mais il y a peut-être des questions sur la montée en échelle. Et donc là, il y a différentes options. Soit on fait du MOX classique en faisant varier potentiellement la quantité de plutonium, la teneur en plutonium dans le MOX. Donc aujourd'hui, on doit être à 8,5% de plutonium dans le MOX, je crois. Et si on fait un birecyclage, il va peut-être falloir augmenter la teneur, mais dans ce cas, il faut vérifier que d'un point de vue pilotage, sûreté, enfin voilà, toutes les questions du MOX qui se reposent. Et une autre option, ce serait de mélanger ce plutonium à la même teneur, mais avec un vecteur isotopique qui s'est dégradé, à de l'uranium non pas appauvri, mais faiblement enrichi. Donc voilà, ces différentes options qui sont sur la table et qui permettraient de refaire un nouveau cycle au MOX et de reconcentrer encore un peu l'uranium et de réduire la quantité de combustible usé entreposé. Voilà, c'est quelque chose qui a été étudié, voire expérimenté, qui est dans les cartons. Je ne crois pas qu'il soit planifié de le faire, mais les études sont en cours pour pouvoir le faire si ça se décidait. Voilà, ma connaissance, on en est là. Et ça veut dire quand même des modifications importantes sur les chaînes de fabrication, si je comprends bien. L'idée, c'est d'éviter. L'idée, c'est d'éviter les modifications trop lourdes. Alors, ce que je peux parler de ce que je connais, c'est un peu plus c'est la HAG, c'est des protections neutroniques en plus à mettre en place, potentiellement amovibles, pas neutroniques, protections contre les rayonnements, à mettre en place parce que le combustible, le flux matière est un peu plus irradiant. Il y a une nécessité, il y a aussi une dilution des flux de matière MOX dans les flux de matière UOX pour limiter les conséquences. Donc l'objectif, c'est de minimiser l'impact sur les installations, évidemment, de ne pas avoir besoin de reconstruire des ateliers d'usines, de la HAG et de Melox. Très bien. Alors ensuite, il y a des questions, je dirais, un peu plus politiques, questions notamment de gens. Est-ce que le PU peut être revendu à d'autres pays dotés de réacteurs REP? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir l'occasion de creuser parce que j'ai l'impression que oui, mais sous des conditions assez sévères d'accords intergouvernementaux. De toute façon, pour les transferts de matières nucléaires, il y a forcément des accords intergouvernementaux. Mais il semblerait que, je dis ça, mais bien sûr que si. Puisque l'Australie fait traiter son combustible de réacteurs de recherche, parce que l'Australie n'a pas de réacteur nucléaire à électrogène, ils ont des réacteurs de recherche. Donc l'Australie fait traiter son combustible nucléaire de réacteur de recherche à la HAG, et évidemment, on ne va pas leur envoyer le PU sous forme de MOX dont ils n'ont aucun usage. Donc oui, il y a des possibilités éventuellement alors, revendre le plutonium directement, j'en suis pas certain. Par contre, vendre du MOX, c'est quelque chose qui est faisable. Dans le même ordre d'idée, Tristan, est-ce que l'usine d'Orano vend de l'uranium enrichi ou de l'uranium de retraitement au-delà du plutonium, mais vend du combustible à d'autres pays, à d'autres parcs nucléaires que le parc français? Alors l'usine Melox, elle a autrefois vendu à des électriciens, alors que je ne dis pas de bêtises, belges, suisses, allemands, j'en oublie peut-être. Les Japonais. Pour l'Europe, et puis japonais, et on vend encore au Japon. Ouais. À part la France. Néerlandais, je vois dans le chat passer néerlandais aussi. Ouais, néerlandais, on consomme un peu le MOX. Oui, j'avais une question peut-être complémentaire sur le MOX. À part la France, quels sont les pays qui utilisent ce type de combustible? Alors, entre ceux qui l'ont utilisé et ceux qui l'utilisent, je ne suis pas sûr d'être tout à fait au clair. Il y a le Japon. Hein, le Japon, c'est sûr. Il me semble que les Néerlandais en utilisent encore, et il y a moyen que ce soit tout. La Russie en utilise, mais pas le nôtre. Voilà.
La Russie en dit au moins dans ses réacteurs, dans un de ses réacteurs en neutrons rapides. Voilà. Mais après, c'est une information qu'on trouve facilement sur le site d'Orano, parce que je revois l'infographie. Mais j'en oublie peut-être en route. Je lis une question par rapport au stock de plutonium. Le stock du PU chez Orano reste constant à 70 tonnes à chaque inventaire annuel. Quid à terminaison de ce PU séparé dont une partie est japonaise? Je lis la question. C'est vrai, une partie du PU est japonais? Oui, parce que les Japonais ont fait et font encore traiter le combustible en France à La Hague, en plus de leurs propres usines, quand elles fonctionnent. Et ils récupèrent une partie du plutonium sous forme de MOX, mais ils avaient, alors si j'ai bien compris, ils avaient pris un petit peu de retard avant Fukushima. Et il se trouve que depuis Fukushima, avec sur les 50, c'est combien? C'était 50 réacteurs qu'ils avaient, il y en a actuellement 6 ou 8 qui tournent. Oui, pas tous MOXés, donc évidemment, ils consomment beaucoup moins de MOX. Oui. Il y a une partie du plutonium japonais qui est entreposée à La Hague. Alors ça ne s'accumule pas parce que, en fait, alors, pour des raisons historiques qui me dépassent, mais les Japonais étaient autorisés à faire traiter leur combustible par les États-Unis. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est les États-Unis qui donnent l'autorisation. Et il y a quelques années, les États-Unis ont dit écoutez, on ne renouvelle plus l'autorisation que dans la mesure de ce que vous êtes capable de consommer dans vos réacteurs MOXés. Donc l'inventaire dans plutonium japonais s'est stabilisé de facto parce qu'ils ne peuvent plus faire retraiter que ce qu'ils sont capables, eux, de consommer. Et pour répondre complètement à la question, à terme, l'idée c'est que les Japonais qui redémarrent leur réacteur récupèrent tout leur plutonium. Et pour le reste, en fait, pour le plutonium français, c'est ce qui tourne dans le cycle entre les entreposages tampons, l'inertie du cycle. Voilà, c'est la matière qui tourne. Et si on allait vers une fin du nucléaire, ce serait d'arrêter le traitement un petit peu en amont de l'arrêt des réacteurs pour que peu à peu on épuise le stock de plutonium. Et quitte à ce qu'il en reste quelques tonnes, envisager un conditionnement adapté pour le stocker en stockage géologique. Alors, une question sur les technologies d'enrichissement. Une question, est-ce que l'enrichissement par laser est-il un procédé mature ou industrialisable à court terme? Alors, à court terme, je ne suis pas convaincu. C'est un procédé qui fonctionne et qui est mature pour autant que je sache. En France, qui a été bien étudié, mais qui n'a pas été considéré comme économiquement intéressant. En revanche, on parlait tout à l'heure des petites entreprises, des SMR qui sont très enthousiastes. Il me semble qu'il y en a une ou plusieurs, qui sont très intéressés par l'enrichissement par laser et qui aimeraient bien relancer un peu dans cette direction-là. Donc il se pourrait que ce soit quelque chose qui revienne progressivement sur le devant de la scène. À noter qu'un intérêt particulier dans le cadre de cette histoire de cycle du combustible, c'est pour l'uranium de l'URT, l'uranium issu du recyclage, l'uranium de recyclage issu du traitement du combustible. Parce que, si vous vous rappelez, dans le bilan matière que j'avais présenté, il y avait un petit peu d'uranium 236 qui est formé dans le combustible usé. Et quand on récupère cet uranium-là, qu'on le réenrichit, et si on commence à reboucler, cette teneur en uranium 236, elle augmente. Et il est, je crois, irradiant, ce qui est embêtant pour le cycle, mais poison neutronique. Et donc l'enrichissement fait augmenter cet uranium 236 dont on ne veut pas. L'enrichissement par laser, qui est beaucoup plus sélectif, permettrait d'éviter cet écueil en enrichissant que en uranium 235. Donc c'est un des intérêts de cette voie, cette troisième voie d'enrichissement. Voilà, alors voilà, je ne réponds pas fermement à la question parce que c'est pas moi qui vais dire oui, à court terme ça va revenir, mais il y en a que ça intéresse et la possibilité est sur la table. Voilà. Alors, une question sur la matière. Qu'est devenue la matière, donc le plutonium du deuxième cœur de Superphénix? Question très pointue. Ouais, alors Superphénix, c'est un cœur qui a été préparé pour Superphénix et qui n'a jamais été chargé à cause de l'arrêt prématuré de Superphénix. Et qu'est devenu ce plutonium? Je dirais, alors je ne suis pas sûr du tout, mais je dirais qu'il est entreposé par le CEA en attendant que le CEA, ou plus probablement qu'Orano, mette en place une filière de traitement des combustibles
plutonifère, enfin très chargé en plutonium, non irradié. Aujourd'hui, je pense pas que Orano ait la capacité, enfin je crois pas, j'ai pas connaissance qu'Orano a la capacité de traiter ces combustibles, mais c'est dans les cartons, voilà, c'est dans les études et ça se fera probablement, peut-être un jour. Apparemment, il y a quelqu'un qui a répondu qu'il est entreposé pour l'instant. Entreposé, ouais. donc on a bien vu la différence, ça veut dire un stockage temporaire Ouais. avant une éventuelle utilisation. Ouais. Alors une question, l'utilisation d'uranium enrichi pour les réacteurs de la prochaine génération des sous-marins américains vous semble-t-elle une bonne solution pour l'utilisation navale de ce combustible? Donc un moyen d'utiliser l'uranium enrichi. L'uranium enrichi est utilisé depuis dans les propres réacteurs de propulsion navale, à ma connaissance, l'uranium a toujours été bien enrichi. Enrichi, oui. Très enrichi. Il me semble que dans les dernières générations de chaudières navales françaises, en tout cas, on est tombé à des niveaux d'enrichissement beaucoup plus raisonnables. Je crois qu'on est dans les 20% justement pour éviter d'avoir des comptes à rendre sur les niveaux d'enrichissement qu'on pratique pour la propulsion navale, dans les nouvelles chaudières type Suffren et Porte-Avions 2. Voilà, mais après c'est pas un exutoire à l'uranium parce que les quantités de combustible utilisées par la propulsion navale sont risibles à côté des flux de l'industrie électronucléaire. Je disais aujourd'hui l'ensemble des combustibles déchargés par la marine française. Je l'avais présenté, j'ai d'autres présentations, c'était quelques centaines de tonnes, 177 tonnes. À rapport depuis toujours, depuis les débuts de la propulsion navale nucléaire française, à moins qu'ils aient été retraités, à moins qu'une partie ait été traitée, dans ce cas je n'ai pas connaissance, mais c'est rapporté au plus de 1000 tonnes déchargées annuellement par le parc. Donc la consommation de matière par le naval est négligeable à côté des flux industriels. Peut-être pour finir, puisqu'on arrive presque à la demi-heure de questions, une question ouverte. Quelles sont les démarches concrètes des industriels nucléaires français pour utiliser ce trésor national? Tu as montré les richesses potentielles que l'on a par rapport à nos politiques et la société civile. Vaste question. L'idée, finalement, je pense que j'ai déjà répondu. Tout ce que je pourrais apporter comme réponse à cette question, c'est dans la présentation, finalement, c'est moxer les réacteurs de 1300 MW pour continuer à pouvoir recycler le combustible et à utiliser le plutonium, étudier la faisabilité de recycler le plutonium une deuxième fois, puis plus si un jour on se tourne vers les réacteurs neutrons rapides, c'est chercher des usages, réenrichir l'uranium de recyclage et l'uranium appauvri qui peut l'être. Voilà, c'est valoriser la matière, à la fois pour des questions d'image, des questions d'optimum économique, selon le rapport entre les coûts d'enrichissement, notamment par rapport à l'uranium naturel, et pour des questions, alors, c'est vous qui jurez si c'est juste une question d'image ou si c'est une question sincère, une question d'environnement, parce que là actuellement, le recyclage qu'on pratique aujourd'hui réduit de 10% la quantité d'uranium naturel à extraire. Avec le recyclage de l'uranium qui va reprendre en 2023, on va monter à 25% d'économie par rapport à un cycle sans aucun recyclage. Et il faut savoir que le gros des impacts environnementaux de la filière nucléaire au sens large, de tout le cycle du combustible, la plupart des impacts environnementaux, rejet de gaz à effet de serre, acidification, pollution de l'eau, pollution de l'air, particules fines, oxyde de soufre, oxyde d'azote, quasiment tous ces domaines de production de pollution, dans la filière nucléaire, ça se concentre à la mine. Et donc, réduire de 10, 25% ou peut-être même plus à long terme la quantité d'uranium à extraire, d'un point de vue environnemental, c'est peu parce que finalement, la filière nucléaire a un peu faible impact, mais à l'échelle de la filière, c'est déjà un gros gain sur l'impact environnemental. Voilà. Tristan, je reviens juste peut-être une question. Pardon, oui. J'allais enchaîner sur Thierry, j'allais enchaîner sur une question. Tristan, tu viens de nous parler
la partie totalement amont de la filière du cycle du combustible qui concentre, j'allais dire, le maximum des impacts environnementaux. Et ce qui serait intéressant, c'est de répondre à une des questions qui, elle, est complètement à l'aval du cycle. Et un de nos invités demande qu'est-ce que tu peux nous dire des rejets dans la Manche des effluents issus de l'usine de La Hague à la suite des différents processus de traitement et de retraitement, et avec une question de béotien, mais est-ce qu'ils sont radioactifs? Est-ce que c'est dangereux pour l'environnement? Ouais. Alors l'usine de La Hague est un gros, producteur d'effluents radioactifs gazeux, mais surtout liquides, rejetés dans l'environnement. Ces effluents proviennent des différentes étapes du procédé, des solvants qui se contaminent en matière radioactive et qu'on nettoie, qu'on purifie, mais il faut bien gérer ces matières. Donc il y a eu 2 temps à La Hague. Il y a eu une époque originelle où des effluents très chargés étaient rejetés dans l'environnement, avec des études d'impact en amont pour vérifier que l'impact était le plus faible possible. Et il y a eu, je dirais que c'est à la fin des années 90, un changement dans la gestion des effluents où la politique a été de maximiser le recyclage des effluents en interne pour conduire le maximum de matières radioactives vers la vitrification et donc le conditionnement sous forme solide des matières radioactives. Et on a eu à cette époque-là une grosse réduction des quantités de rejets radioactifs produits par tonnes de combustible retraités. Par contre, dans les années 70-80, le tonnage de combustible traité a, lui, explosé parce qu'EDF a développé son parc, tout simplement. Et pour donner un ordre de grandeur sur les rejets, alors pour avoir mis un peu le nez dans l'étude d'impact de l'usine, alors je suis pas écologue, mon métier c'est la sûreté, je comprends à peu près les notions d'impact environnementaux, mais c'est pas mon cœur de métier non plus. Mais le sentiment que j'ai eu en mettant le nez dans les impacts, c'est que les rejets chimiques de La Hague ont un impact sur la biodiversité un impact potentiel sur la biodiversité plus important que les rejets radiologiques. Notamment, il y a des quantités qui sont très faibles de métaux qui sont rejetés parce qu'ils font partie du procédé, parce que les matériaux se corrodent, par exemple. Et finalement, la toxicité des métaux n'est pas négligeable comparée à la toxicité des radioéléments. Ça, c'est pour l'impact sur la biodiversité. Et sur l'homme, je peux rentrer un peu plus dans le détail. La dose que l'on compte en sievert, qu'on rapporte généralement à la radioactivité naturelle, qui est sur un français moyen de l'ordre de 2 ou 3 millisieverts par an. Pour le cas de la personne la plus exposée au rejet à La Hague, donc il y a 2 cas de figure, c'est un pêcheur qui vivrait dans le village qui est tout près du point de rejet et qui se nourrirait très largement des produits de sa propre pêche locale, donc des poissons et des fruits de mer contaminés. Et l'autre cas, c'est un agriculteur qui serait juste sous les vents dominants pour les rejets atmosphériques et qui cultiverait ses champs et qui mangerait essentiellement, lui et sa famille et ses enfants, ses bébés, des produits de sa récolte. Pour le poisson, on ne considère pas les bébés parce qu'on considère qu'on ne donne pas trop de poissons de nos bébés. Par contre, pour la récolte maraîchère, oui. Enfin, la récolte potagère, enfin, les agriculteurs, quoi. Et l'impact, dans les cas, les scénarios vraiment enveloppent de ces personnes particulièrement exposées de par leur régime alimentaire et leur mode de vie, l'impact des rejets atmosphériques et liquides combinés de l'usine, c'est de l'ordre du centième, 20 microsieverts, de l'ordre du centième de la radioactivité naturelle. Donc, sachant que d'une région à l'autre, en France, la radioactivité naturelle varie du simple on va dire au décuple, alors on va dire au quintuple, varie d'un facteur 5. La radioactivité des pêcheurs de gouris à laquelle ils s'exposent avec ou sans La Hague varie de 1%. Voilà. Donc sur l'impact, les quantités de radioactivité sont importantes dans le référentiel de la filière nucléaire qui essaie toujours de minimiser ses rejets. L'usine de La Hague rejette beaucoup par rapport aux centrales nucléaires, tout simplement. Mais l'impact radiologique reste finalement concrètement extrêmement faible. Eh bien, merci Tristan pour à la fois toutes les questions auxquelles tu as répondu très clairement et très précisément, et puis pour la présentation auparavant que tu as bien voulu préparer, le temps que tu as bien voulu nous accorder. Je vais simplement passer la parole à Jean pour clôture
clôturer cette conférence. Merci beaucoup. Merci Tristan, c'était très clair. Beaucoup de chiffres, effectivement. Bon, après 35 ans de Framatome, j'ai terminé comme la direction fabrication du combustible aux achats, donc ça m'a beaucoup intéressé et j'ai retrouvé pas mal de choses. Merci pour ton exposé. Je vous donne rendez-vous maintenant à tous, si vous le voulez bien, le 20 mai 2021 pour la commercialisation de l'électricité et du gaz en France et tous les réseaux de distribution aux particuliers et aux industriels. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Nous sommes montés à peu près à 156 participants. Pour une réunion débat, c'est vraiment très très bon, bon score. Et encore une fois, Tristan, merci pour ton intervention. C'était très très bien. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée Tristan, merci. Merci Françoise aussi pour ton rôle de modérateur. Merci.